tout à l'heure d'Augustin. Le père Augustin, c'est celui qui vous logeait quand vous faisiez vos études. C'était lui qui avait le presbytère, c'était le père du presbytère, c'est ça? Oui, c'était le curé de cette paroisse. Donc, il y avait des logements pour jeunes filles. Il y avait des étudiants, il y avait les filles qui travaillaient dans la région. Donc, on logeait là-bas. Et c'était lui, le curé de cette paroisse-là. Et Augustin, il a été tué aussi dans le génocide. C'était un Hutu, c'était un Tutsi? C'était un Tutsi il a été tué. Avant même d'être tué, il a été en prison. Donc, dans les années 90. Donc, il a été tué. Nous, la nuit où ils sont venus nous chercher, donc quand il est sorti de là où nous étions, donc il a croisé les miliciens, il est parti, ils l'ont pris, donc ils sont partis. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'ils n'ont pas pu venir nous chercher. Parce que quand ils l'ont vu dehors, ils ont pensé peut-être que tout le monde était sorti de cette maison. Quand il est sorti pour chercher, pour faire une nouvelle porte. Voilà, pour faire réparer la porte qui était, que nous on avait cassée pour pouvoir sortir. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et à côté, le tableau d'à côté, c'est Félicité, dont vous allez parler maintenant. Oui, c'est donc le seul endroit où je connaissais après avoir quitté la paroisse et après avoir gagné le parti avec une voisine chez son amie que je connaissais aussi et qui n'a pas voulu me loger. Donc j'ai pensé plutôt à aller chez Félicité, qui était aussi à l'époque auxiliaire de l'apostolat, donc elle travaillait pour l'église. Et je la connaissais parce qu'il y avait ma famille qui la connaissait. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux militaires donc, de m'accompagner chez Félicité. Puisque lui, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas me tuer. Et je lui ai dit, tu peux m'accompagner chez Félicité. Il ne connaissait pas exactement l'endroit où il était Félicité. J'ai essayé de lui expliquer, c'était un centre, un centre pour les auxiliaires de l'apostolat, le centre Saint-Pierre. Et donc c'était un peu loin pour y aller à pied. Et puis moi je lui ai expliqué qu'il fallait que, en fait, parce que c'était pas facile de traverser, de partir à pied. Donc quand nous sommes partis, c'est comme s'il allait me tuer au fait. Moi j'étais devant lui, il était derrière moi, armé, prêt à tirer. Mais c'est pour ça que... Pour faire croire aux gens qu'il allait vous tuer? Oui, parce que au fait, je tiens à préciser que les miliciens, ils partaient toujours en voiture, en minibus. Ils allaient chez les gens en minibus, ils prenaient les gens qu'ils allaient tuer, ils prenaient dans son minibus là. Sinon, à part les militaires qui avaient l'autorisation de circuler, personne d'autre ne devait circuler. Donc, circuler avec le militaire, il fallait montrer aux miliciens qu'il allait me tuer pour que moi, je ne sois pas tuée par les machettes. C'était ça. Donc, il m'a dit comme ça, tu es devant moi et moi, je suis après toi, armée. Et moi, je lui ai dit que j'étais d'accord. Moi, j'étais prête à mourir. Et donc nous sommes partis comme ça. Donc nous avons traversé la grande rue vers la frontière, parce que la Félicité elle habitait à la frontière, le centre était près de la frontière. Et jusqu'à ce que c'était juste au bord du lac Kivu, il fallait donc marcher le long du lac pour aller vers cet endroit-là. Et puis dans ma tête, je me disais aussi qu'il fallait aussi se jeter dans l'eau. C'était aussi notre option. Et à chaque fois que je pensais quelque chose, je disais au militaire, il m'avait dit oui, mais donc quand nous sommes partis, derrière moi il y avait une voiture, et la voiture, moi j'ai cru que c'était la voiture des miliciens, donc j'ai pris quand même le petit chemin qui allait vers le lac pour me jeter dans l'eau. C'est ce qui me restait. Et puis la voiture dont je parle, c'était pas vraiment la voiture des miliciens, c'était une voiture de la préfecture. Il y avait le chauffeur du préfet qui circulait, il était seul. Donc je ne sais pas ce qu'il cherchait. Et lui aussi, quand il nous a vus, il s'est arrêté, il nous a demandé vous allez où?
Et puis le militaire lui a expliqué qu'il m'accompagnait dans un centre Saint-Pierre, qu'il ne connaissait pas. Il nous a ramenés. En voiture? En voiture jusqu'à la porte de chez Félicité. Et lui, c'était un Hutu aussi? C'était un Hutu qui a fait aussi vraiment beaucoup. D'après les témoignages que j'ai entendus, c'était quelqu'un qui a essayé de sauver les gens. Et moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Lui, je le voyais des fois passer parce qu'il était chauffeur chauffeur à la préfecture. Mais d'après ce qu'ils ont parlé de lui, qu'il a essayé aussi de sauver les gens. Et c'est comme ça qu'il m'a sauvé. Le militaire, il m'a ramené chez Félicité, au centre Saint-Pierre. Et quand nous sommes arrivés là-bas, Félicité, elle était juste près du portail. Quand on a sonné, il est venu, elle m'a reconnu tout de suite et il m'a demandé si j'avais pas eu un souci quand il a vu au militaire avec tout ce qui se passait avec les gens. Je lui ai dit que non, qu'il m'avait sauvé, que je le connaissais. Donc le militaire, il a fait demi-tour. Donc il a dit bonne chance. Peut-être on se verra, peut-être il ne savait pas aussi ce qui allait suivre. Il est reparti et moi j'ai intégré le centre Saint-Pierre. Combien de temps vous êtes resté chez Félicité? Alors c'était le 8 avril, mais je suis restée 10 jours. 10 jours. Et le 18 avril, c'est là où nous sommes partis avec un groupe que Félicité a sauvé, un groupe de Tutsis aussi qui s'étaient réfugiés au centre Saint-Pierre. Et les gens qui venaient, soit, je ne peux pas savoir si c'était tous des connaissances de Félicité, on voyait les gens venir, les Tutsis qui se réfugiaient là-bas. Je me rappelle même deux personnes, une fille qui était blessée, gravement blessée, qui était à l'université avec moi. Elle avait une balle dans la jambe et une dame, une personne âgée qui avait été battue, qui était aussi chez Félicité. Donc il y avait un groupe des étudiants aussi de là où j'étais à l'université qui se sont réfugiés là-bas. Nous sommes restés là-bas pendant au moins 10 jours jusqu'au 18, la nuit, et nous a sauvé la vie. Félicité pour nous ramener au Congo, de l'autre côté de la frontière. Mais vous dites qu'elle vous a sauvé la vie déjà avant, parce que quand les miliciens, vous dites des fois les miliciens venaient plusieurs fois et elle vous protégeait. Oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure que Félicité accueillait les gens qui se réfugiaient là-bas, il y avait aussi des informations, puisque les miliciens ils continuaient à chercher les gens, à chercher soit là où les gens pouvaient se cacher. Et donc, je pense qu'ils ont su aussi qu'il y avait quand même des gens qui allaient dans ce centre et là où était Félicité. Donc, Félicité elle essayait de nous donner quelques informations qu'il avait aussi de gauche à droite. Et puis, elle sortait aussi. Et après, à chaque fois, il nous disait il faut prier beaucoup, puisqu'il y avait une chapelle, il y avait une douzaine de prières. Et il nous disait maintenant, ils savent bien que j'ai accueilli des gens qui se sont figés ici. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi ils vous cherchent, je ne comprends pas ce que vous avez fait. C'était vraiment un message comme ça, un message de réconfort, un message de... Enfin, il me disait, je suis avec vous, mais il faut vraiment prier pour qu'ils ne viennent pas. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des gens qui voulaient entrer, c'est elle qui allait à chaque fois, qui se précipitait pour aller ouvrir la porte, pour savoir qui venait, pour savoir qui la personne elle voulait. Donc, et puis à chaque fois, elle nous demandait de nous cacher. Donc, puisque surtout les Tutsis, puisque au centre, je tiens à préciser qu'il y avait aussi un groupe de filles, des Hutus aussi. Mais donner un message d'abord d'unité entre nous. Donc voilà. Et le deuxième message, c'était de nous conforter. Et après, d'essayer de nous protéger. De ne pas, par exemple, aller à la porte. De ne pas sortir comme ça. À chaque fois, il nous demandait de nous cacher. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui soupçonnait peut-être milicien ou quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que pendant 10 jours, nous sommes restés comme ça. Jusqu'à ce qu'il a vu que c'était nécessaire, qu'il fallait passer
aller de l'autre côté de la frontière, ce qui n'était pas aussi facile d'aller là-bas. Parce qu'on voyait bien la frontière, mais on ne pouvait pas aller derrière, après la frontière. C'était partout où il y avait les militaires, partout, la première des choses, c'était d'empêcher les gens de partir. Oui. Donc de les tuer. Oui. C'est pas de faire fuir, c'est ça le génocide. Oui. C'est de pas vouloir que les gens s'en aillent ailleurs, mais Oui. c'est de dire on va tous les tuer. Voilà. C'est ça ce qui fait le génocide. Hein, oui, aussi. Parce qu'ils savaient très bien que les gens allaient partir, allaient se réfugier là-bas. Cela n'empêche qu'il y a quelques personnes qui parvenaient à traverser, mais c'était difficile. Soit c'était des amis, et c'est comme ça que Félicité, elle a dû quand même, d'après ce qu'ils nous ont dit, qu'elle aurait discuté avec les gouvernements militaires pour nous laisser traverser, pour nous montrer un petit chemin pour traverser. Mais un chemin qui n'était pas juste près de la grande barrière où on passait. C'était un chemin comme ça qu'il fallait prendre en cachette pour aller au Congo. Elle vous a emmené de nuit, hein? Oui, c'était la nuit, donc elle n'est pas venue, donc il fallait partir derrière la maison, et puis elle nous a ouvert la petite porte, et puis qui allait dans les champs, et puis elle nous a montré le petit chemin. Et puis je pense qu'il y a les miliciens ou les militaires qui patrouillent à ce moment-là, peut-être qu'ils nous ont laissé partir. Nous sommes partis, il y a personne qui nous a vu partir. Donc nous sommes partis jusqu'à... Il y avait une personne avec nous, donc qui donne aussi aujourd'hui des témoignages, qui connaissait bien l'endroit, le chemin. Donc, qui connaissait le Congo, puisqu'il y avait une famille. Et c'est cette personne-là qui nous a demandé de suivre une petite lumière de l'autre côté, où on pensait que c'était le Congo. Donc, quand nous sommes partis, nous avons suivi cette petite lumière jusqu'à là-bas. Et puis, quand nous sommes allés, on a vu un panneau qui montrait que c'était le Congo. Et les miliciens n'étaient pas capables de nous suivre dans notre pays. Et puis il y avait les militaires aussi qui patrouillaient, les militaires congolais qui patrouillaient, mais qui savaient très bien qu'il y avait les gens qui partaient, qui étaient en train de fuir les événements du génocide et qui nous laissaient partir. Donc quand nous sommes restés, je crois, nous avons croisé quelques militaires et nous avons continué, je pense que c'était à 2 heures du matin. Nous sommes partis à pied jusqu'à la destination, c'était à 4 heures du matin. Vous êtes partis pieds nus, vous avez dit. Oui, parce qu'il fallait pas faire du bruit. Même, je me rappelle bien que quand Félicité donnait le message à ceux qui devaient partir, devaient fuir, il fallait garder le secret. Il fallait pas qu'il y ait une fuite d'informations pour que les miliciens ne sache pas. Voilà, ne sache pas. Donc il fallait garder le secret. Et nous, quand il fallait se rassembler, donc il y avait près de la statue de la Sainte Vierge. Donc il fallait, nous sommes rassemblés, je crois, une quinzaine de personnes. Donc c'est là où nous avons su que chacun avait reçu le message de Félicité. C'est ça. Voilà. Individuellement, elle l'a dit à chacun. Oui, individuellement, elle avait dit à chacun qu'il fallait partir et qu'il fallait garder un secret. Et en fait, elle a organisé ça vraiment pour faire fuir les gens, mais vraiment prudemment, jusqu'à ce que tout le monde parte tranquillement. Donc avant vous, il y a déjà eu un groupe qui est parti? Oui, il y a un groupe qui est parti. Donc à un certain moment, je voyais ces gens, ils étaient avec nous. À un certain moment, je ne les voyais plus. Et puis nous, on ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, et puis moi, je me rappelle qu'elle est venue et m'a dit, ma fille, j'aimerais bien, je vois, d'après ce que je vois, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. La situation s'empire davantage. Je pense que ici vous ne pourrez pas être sauvés. C'est mieux d'aller de l'autre côté. Et alors s'il faut aller de l'autre côté, il faut y aller, il faut être prudent pour y aller parce que
il y a les militaires partout, il y a les miliciens partout. Donc, moi, je vais essayer de vous aider à partir. Au départ, je me disais, est-ce que je vais partir toute seule? Même moi, je me suis dit, comment je vais vivre là-bas? Je connais personne, c'est dans un autre pays. Et puis, je me disais aussi, au moins, bah, même si je connais personne, mais quand même, il y a pas les miliciens, il n'y a pas les militaires qui vont me menacer. Et c'est pour ça que je lui ai dit tout de suite, oui, si vous voyez comme ça, nous allons partir. Donc comme il m'avait dit de ne pas dire à personne, j'ai dit à personne, seulement parce qu'elle nous avait dit ça, de nous garder le secret. Il m'avait dit que c'était dangereux. Voilà. Et Félicité, vous l'avez revue ensuite, après être partie au Congo? En fait, nous, non, parce que nous, quand nous sommes arrivés au Congo, nous avons croisé le premier groupe qui était parti. Ils nous ont expliqué comment c'était passé. Et puis, nous aussi, on se racontait comment elle nous a donné le message de partir. Et puis, nous, ce que nous avons fait, c'était d'aller téléphoner et d'aller dire que nous sommes arrivés là-bas. Mais il fallait aussi le message, parce que tout le monde n'a pas téléphoné. Il y avait une de nous qui a téléphoné et qui a essayé de lui dire autrement que nous sommes arrivés. Il n'a pas dit nous sommes arrivés au Congo. Ouais. Donc il a essayé de dire d'une autre manière. Et voilà, donc on n'a pas revu.